Il y a un moment étrange dans une vie. Pas spectaculaire, pas bruyant, un moment discret, presque banal. Ce n'est pas quand on décroche un nouveau travail, ni quand le salaire augmente, encore moins quand une opportunité tombe du ciel comme dans les histoires qu'on raconte sur Internet. Non, le vrai basculement arrive plus tôt et plus silencieusement. Il arrive le jour où, pour la première fois, on imagine une vie un peu plus grande que celle qu'on est en train de vivre. Une vie qui ne ressemble pas tout à fait à notre présent. Et le problème, c'est qu'une fois que cette image apparaît dans l'esprit, on ne peut plus vraiment l'effacer. Elle reste là, comme une lumière au fond d'un couloir. Au début, on continue à faire les mêmes choses. On se lève, on travaille, on paie ce qu'il y a à payer. Rien ne change à l'extérieur. Mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. L'esprit commence à comparer, à mesurer la distance entre ce qu'on vit et ce qu'on a entrevu. Et cette distance devient difficile à ignorer. Je me souviens très bien d'un soir précis. Il devait être presque minuit, peut-être un peu plus. La maison était silencieuse. Tout le monde dormait déjà. Je suis resté assis devant mon ordinateur portable, la lumière bleue de l'écran éclairant la table de la cuisine. J'avais ouvert mon compte bancaire. Je regardais les chiffres. Rien de catastrophique, mais rien de rassurant non plus. Juste assez pour continuer le mois. Je me souviens avoir posé mes mains sur la table longtemps sans bouger. Ce genre de moment où l'on se demande comment on en est arrivé là et combien de temps ça va durer. À l'époque, mon horizon était très court. Finir le mois, respirer un peu, puis recommencer. Je pensais que c'était ça, être adulte. Gérer la pression, avancer un peu fatigué et ne pas trop réfléchir au reste. Puis un jour, quelqu'un m'a posé une question simple. Une de ces questions qui ont l'air anodines, mais qui restent coincées dans la tête. Il m'a demandé, si tu savais que c'est possible, quelle vie tu construirais vraiment? Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que je n'avais jamais réfléchi à ça. Pas vraiment. J'avais réfléchi à survivre, oui, à tenir, à ne pas tomber trop bas. Mais imaginer quelque chose de plus large, c'était presque inconfortable. Comme si on ouvrait une porte dans un mur où il n'y avait jamais eu de porte. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai marché un peu plus lentement que d'habitude. Je me souviens de l'air, un peu frais, les lampadaires jaunes sur la rue, et cette idée qui tournait dans ma tête. Et si je voyais trop petit? C'est une question dérangeante, parce qu'une vision plus grande ne change pas immédiatement la réalité. Les factures restent les mêmes, les obligations aussi. Mais elles changent quelque chose de plus profond. Elles changent la façon dont on se voit. Et ça finit par déplacer beaucoup de choses. Quand on imagine une vie différente, même vaguement, on commence à remarquer des détails qu'on ignorait avant. Les décisions deviennent un peu plus lourdes, le temps aussi. On commence à sentir quand on le gaspille. Je me rappelle un autre moment, un samedi soir. Des amis étaient sortis. Ils m'avaient envoyé des messages pour me dire de venir. J'étais assis à mon bureau, un vieux bureau en bois qui grinçait légèrement quand je bougeais. J'hésitais. Sortir ou rester travailler sur quelque chose qui, à ce moment-là, ne rapportait presque rien. Je me souviens avoir regardé l'heure, 21h17. C'est étrange, ce genre d'hésitation. Personne ne regarde, personne ne juge, personne ne saura jamais ce que vous choisissez. Mais vous le savez. Et parfois, c'est suffisant pour rester assis. Je ne dis pas que ces choix sont héroïques. La plupart du temps, ils sont juste silencieux et parfois fatigants. Parce que poursuivre une vision, au début, c'est surtout une conversation solitaire avec soi-même. Personne ne voit encore ce que vous voyez. Et puis, il y a une autre vérité qu'on découvre en chemin. Une vérité un peu dure. Imaginer une vie différente ne suffit pas. Pendant longtemps, j'ai cru que les circonstances étaient le vrai problème. L'économie, les opportunités, les relations, le timing. J'avais des explications pour tout. C'est fou comme on peut devenir très intelligent quand il s'agit d'expliquer pourquoi quelque chose ne marche pas. Mais un jour, quelqu'un m'a posé une autre question. Une question presque brutale dans sa simplicité. Si ta vie doit vraiment changer, qui doit changer? Je me souviens avoir souri nerveusement. Parce que je connaissais déjà la réponse. Et je ne l'aimais pas beaucoup. On aimerait que le monde s'ajuste, que les conditions deviennent plus favorables, que quelqu'un ouvre une porte. Mais la plupart du temps, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le monde continue simplement sa route.
et nous aussi. À un moment donné, j'ai compris quelque chose d'assez simple. Je ne pouvais pas contrôler les saisons. Les périodes difficiles arrivent, qu'on les veuille ou non. Comme l'hiver, on peut se plaindre du froid ou apprendre à mieux se préparer avant qu'il arrive. Cette idée m'a calmé, parce qu'elle retirait un poids étrange, celui d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes. À partir de là, j'ai commencé un petit rituel. Rien d'impressionnant. Chaque semaine, généralement le dimanche soir, je m'asseyais avec un carnet. Je repassais la semaine dans ma tête. Pas pour me juger, juste pour regarder honnêtement. Où est-ce que j'ai avancé? Où est-ce que j'ai perdu du temps? Qu'est-ce que j'ai évité de faire? Certaines semaines étaient moyennes, d'autres un peu meilleures. Mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose. Ces petites conversations avec moi-même changeaient ma façon de vivre les jours suivants. La vie devenait moins automatique, un peu plus consciente. Les erreurs devenaient moins humiliantes aussi. Elles ressemblaient davantage à des notes dans un carnet d'apprentissage qu'à des preuves d'échec. Et puis il y a une question qui revient souvent dans ma tête, même aujourd'hui. Une question courte, presque banale. Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui? Pas révolutionner, pas transformer, juste améliorer. Un peu. C'est une manière différente de regarder la journée, moins dramatique, plus honnête. Les gens que j'ai rencontrés et qui avancent vraiment dans leur vie ont souvent ce point commun discret. Ils arrêtent assez tôt de distribuer les responsabilités autour d'eux. Ils les reprennent, les bonnes et les mauvaises. Ce n'est pas toujours confortable, mais il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Parce que quand on accepte que beaucoup de choses dépendent de nos décisions, on récupère aussi le droit de modifier la trajectoire. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Un petit déplacement, une vision un peu plus large, et la patience de marcher vers elle, même quand personne ne regarde. Il y a un moment assez étrange dans le parcours d'une personne, un moment où l'on arrête doucement d'attendre que les choses changent, et où l'on commence à comprendre que si quelque chose doit vraiment bouger, ça passera forcément par nous. Pas par la chance, pas par une meilleure année économique, pas par un coup de pouce venu de l'extérieur, par nous. Et quand cette idée devient claire, pas intellectuellement, mais presque physiquement, quelque chose se déplace dans la manière de regarder sa propre vie. On commence à voir les limites autrement. Pendant longtemps, j'ai cru que mes limites venaient du monde autour de moi, du contexte, des opportunités, du milieu dans lequel j'avais grandi. Tout cela semblait logique. Après tout, on entend les mêmes phrases depuis l'enfance. Reste raisonnable, ne vise pas trop haut. Les gens comme nous ne font pas ce genre de choses. Ces phrases ont l'air inoffensives. Elles circulent dans les familles, dans les discussions ordinaires, dans les repas du dimanche, mais avec le temps, elles se déposent quelque part dans l'esprit et elles deviennent invisibles. On ne se rend même plus compte qu'elles sont là. Elles deviennent des murs. Je me souviens très bien d'une période où je travaillais énormément. Je faisais des journées longues, parfois absurdes. Le genre de journée où l'on rentre chez soi avec la sensation d'avoir vraiment donné de l'énergie. Et pourtant, rien ne bougeait vraiment. Les résultats restaient presque identiques. Je me disais simplement que je devais travailler encore plus. Alors j'ajoutais des heures. Je me rappelle une soirée très précise. J'étais rentré tard. J'avais posé mon sac sur une chaise et j'avais allumé la télévision presque par réflexe. Il devait être autour de 22h40. Je me suis assis sur le canapé, encore habillé, et j'ai laissé défiler les images sans vraiment regarder. Au bout d'un moment, je me suis entendu penser une chose assez brutale. Et si ce n'était pas un problème d'effort, mais un problème de vision? Cette idée m'a un peu dérangé. Parce que travailler dur, c'est une chose presque honorable. On peut s'y accrocher. Mais reconnaître que notre manière de penser est peut-être trop étroite, c'est plus difficile. Quelqu'un m'avait dit un jour une phrase étrange. Sur le moment, je ne l'avais pas vraiment comprise. Il avait dit « Tu ne peux pas gagner plus que la personne que tu es en train de devenir ». Je trouvais ça presque philosophique, un peu abstrait. Puis avec le temps, j'ai compris ce que ça voulait dire. Si ma manière de réfléchir reste la même, mes résultats finiront presque toujours par tourner autour du même cercle. L'argent, les opportunités, les projets.
Tout cela suit souvent la taille de notre perspective. Et élargir sa perspective, ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident. C'est souvent une exposition aux idées, aux conversations, aux expériences. Pour moi, les livres ont joué un rôle assez étrange dans ce processus. Je n'étais pas un grand lecteur au départ, pas du tout. Je me souviens du premier livre qui m'a vraiment secoué. Je l'avais acheté un peu par hasard dans une petite librairie. La couverture était un peu usée, rien de spectaculaire. Je l'ai ouvert un soir tard, je lisais lentement, 10 pages, peut-être 15. Mais ce qui m'a surpris, ce n'était pas la quantité, c'était l'effet. Lire, c'est un peu comme entrer silencieusement dans l'esprit de quelqu'un qui a déjà traversé des choses que vous êtes encore en train d'essayer de comprendre. Et parfois, une seule idée suffit à déplacer beaucoup de choses. Les livres ont commencé à faire ça dans ma vie. Pas tous, mais certains. Une phrase ici, une réflexion là. Et progressivement, je me suis rendu compte que mon regard sur l'argent, le travail, les possibilités était en train de bouger. Mais il n'y a pas que les livres. Les gens autour de nous comptent énormément. Je me rappelle la première fois où je me suis retrouvé dans une pièce où les conversations n'étaient pas les mêmes que d'habitude. Les gens parlaient de projets, d'entreprises, d'indépendance financière, comme si c'était quelque chose de normal, pas comme un rêve lointain, comme quelque chose qui se construit. Je me souviens très bien de mon inconfort ce soir-là. Je souriais, j'écoutais, mais au fond de moi une petite voix disait « Ce monde n'est pas vraiment le tien ». Et pourtant, en écoutant ces discussions, une autre idée a commencé à apparaître. Peut-être que certaines limites que j'avais acceptées n'étaient pas réelles. Peut-être qu'elles venaient simplement de l'environnement dans lequel j'avais grandi. Il y a une question que j'aime bien me poser de temps en temps, une question un peu déstabilisante. Qu'est-ce que j'essaierais de faire si je savais que l'échec n'était pas possible? Je ne dis pas que cette question donne une réponse immédiate, mais elle a une qualité intéressante. Elle pousse l'esprit à sortir du couloir habituel. Et quand la pensée s'élargit, la vie commence souvent à s'élargir avec elle. Avec le temps, une autre vérité devient claire. L'investissement le plus important qu'une personne puisse faire n'est pas forcément celui auquel on pense en premier. Ce n'est pas la bourse, ni l'immobilier, ni même une entreprise. Le véritable moteur, c'est soi-même, ses compétences, sa discipline, sa capacité à comprendre un peu mieux le monde. Pendant longtemps, comme beaucoup de gens, mes soirées ressemblaient à quelque chose de très simple. Travailler toute la journée, rentrer fatigué, puis laisser le cerveau se reposer devant des distractions faciles. Il n'y a rien de mal à ça, évidemment. Se reposer est nécessaire. Mais quand le divertissement devient l'alimentation principale de l'esprit, quelque chose ralentit. La curiosité disparaît un peu. La croissance aussi. Je me souviens d'un moment très concret où j'ai décidé de changer ce rapport. C'était pendant un trajet en voiture. Embouteillage, moteur au ralenti, une file interminable de feux rouges. Avant, ce temps était simplement perdu. Ce jour-là, j'ai lancé un enregistrement audio d'une conférence que quelqu'un m'avait recommandée, 40 minutes. Rien d'extraordinaire. Mais à la fin du trajet, j'avais appris quelque chose. Et je me suis dit, si je fais ça tous les jours, qu'est-ce que ça donnera dans un an? Les petits espaces de temps ont commencé à changer. Marcher, conduire, attendre. Autant de moments où l'esprit pouvait absorber quelque chose de nouveau. Puis, progressivement, j'ai commencé à investir aussi financièrement dans mon propre développement. Formation, séminaire, mentor. Au début, cela faisait presque peur. Payer pour apprendre semblait risqué. Mais avec le recul, ces décisions ont probablement produit les meilleurs retours que j'ai connus. Parce qu'apprendre directement de quelqu'un qui a déjà résolu les problèmes que vous rencontrez peut économiser des années d'erreurs. Et puis, il y a la dernière pièce du puzzle. Peut-être la plus simple et la plus difficile en même temps. La discipline quotidienne. On imagine souvent que les vies remarquables sont construites par de grands moments spectaculaires. Une opportunité, une percée, un événement, mais la plupart du temps. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus discret. Cela ressemble davantage au travail d'un agriculteur. Il prépare la terre, il plante, il arrose. Chaque jour, presque rien ne semble changer. La surface du sol reste la même, mais sous la terre,
quelque chose se prépare. Et un jour, la récolte apparaît. Pour les gens qui n'ont pas vu les mois de travail silencieux, cela semble presque magique. Mais pour celui qui a planté les graines, c'est simplement la suite logique des petits gestes répétés jour après jour. Avec le temps, j'ai fini par comprendre quelque chose d'assez simple. La vie ne change presque jamais à cause d'un seul grand moment. Pas une révélation spectaculaire, pas une idée géniale tombée du ciel à 3 heures du matin, pas même une opportunité incroyable. La plupart du temps, ce sont des choses beaucoup plus petites, des gestes répétés, encore et encore. Et c'est presque frustrant à accepter, parce qu'on aimerait que les transformations soient rapides, visibles, presque héroïques. Mais la vérité ressemble davantage à un travail silencieux. Je me souviens d'une période où je cherchais la grande réponse. Je pensais que quelque part existait une idée parfaite, une stratégie brillante, un raccourci que je n'avais pas encore découvert. Je passais beaucoup de temps à chercher cette chose-là. Puis quelqu'un m'a dit une phrase qui m'est restée. Il m'a dit « Les résultats extraordinaires viennent souvent de choses ordinaires faites assez longtemps. » Sur le moment, j'ai trouvé ça presque décevant. Je voulais quelque chose de plus spectaculaire. Mais avec le temps, j'ai compris. Notre futur est rarement décidé par une seule décision gigantesque. Il se fabrique dans des détails quotidiens, des habitudes presque invisibles. Petit à petit, j'ai commencé à organiser mes journées différemment. Rien d'extravagant, juste quelques ajustements. Les matins, par exemple. Avant, mes matins ressemblaient à ceux de beaucoup de gens. Réveil un peu brutal, téléphone dans la main, esprit déjà tiré dans 10 directions différentes. Puis j'ai essayé autre chose. Je me levais un peu plus tôt. Je faisais du café. Le silence de la maison était encore là. Ce moment particulier où la journée n'a pas encore commencé pour le reste du monde. Je lisais quelques pages. Parfois 10, parfois 20, pas plus. Mais ce petit espace calme donnait une direction différente au reste de la journée. Je me souviens très bien d'un matin d'hiver. La lumière était encore faible, le café fumait sur la table, et je lisais un passage sur la discipline personnelle. Je n'ai pas tout compris ce jour-là, mais je me rappelle avoir refermé le livre et m'être dit « Si je fais juste ça chaque matin, qu'est-ce que ça donnera dans 5 ans ?» Cette pensée m'a fait sourire, parce que 5 ans semblaient très loin, et en même temps, terriblement proches. Les soirées ont changé aussi. Pas toutes, mais souvent. Je prenais quelques minutes avant de dormir pour repasser la journée dans ma tête. Pas de façon dramatique, juste 3 questions simples. Est-ce que j'ai avancé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris? Et qu'est-ce que je pourrais faire un peu mieux demain? Ces questions n'étaient pas là pour me juger. Elles étaient là pour garder un cap. Sinon, les semaines deviennent vite floues. On travaille, on court, on règle des urgences, et les mois passent sans direction claire. Un autre détail a commencé à m'aider. Observer mes habitudes. Pas avec obsession, mais avec curiosité. Quand on regarde honnêtement comment on utilise ses journées, certaines choses deviennent évidentes. Le temps disparaît souvent dans des endroits inattendus. Et parfois, un simple changement suffit. Pas 10 changements, un seul. Je me suis rendu compte que vouloir transformer toute sa vie d'un coup est une excellente façon d'abandonner au bout de 2 semaines. Alors j'ai essayé quelque chose de plus lent. Remplacer une habitude. Juste une. Puis laisser le temps faire son travail. 1 mois plus tard, une autre. C'est presque ridicule quand on y pense. Mais ces petites modifications finissent par créer des trajectoires différentes. Les idées fonctionnent un peu comme des graines. On peut en parler pendant des heures, les écrire dans des carnets, les partager avec des amis. Mais si elles restent au sol, rien ne pousse. Je me rappelle très bien une période où j'étais très inspiré par ce que je lisais. J'avais des carnets remplis de notes, des plans, des stratégies. Mais beaucoup de ces idées restaient dans les carnets. Un jour, un mentor m'a dit quelque chose qui m'a un peu secoué. Il m'a regardé et a dit « Une idée que tu repousses devient souvent une opportunité perdue. » Cette phrase m'a poursuivi plusieurs jours. Alors j'ai décidé de faire une expérience personnelle. Chaque fois que je découvrais une idée intéressante, j'essayais de faire quelque chose avec dans les 24 heures. Pas quelque chose de parfait, juste une action. Si j'apprenais une nouvelle manière de parler à un client, je l'essayais dès le lendemain.
Si je découvrais une idée pour économiser ou investir, je l'appliquais immédiatement, même avec une petite somme. Ce qui m'a surpris, c'est l'effet psychologique. Agir crée une sorte de mouvement intérieur, une petite dynamique, et cette dynamique rend la prochaine action plus facile. À l'inverse, attendre trop longtemps rend les idées fragiles. Elles perdent leur énergie. Avec le temps, j'ai aussi compris quelque chose d'important à propos de l'argent. Pendant longtemps, j'ai pensé que travailler dur suffirait. J'étais prêt à faire des heures longues, à rester tard, à accepter beaucoup de responsabilités. Et il n'y a rien de mal dans le travail, mais le monde ne récompense pas seulement l'effort, il récompense la valeur. Cette distinction m'a pris du temps à comprendre. Je me souviens d'une conversation qui m'a éclairé. Quelqu'un m'a dit simplement « Si tu veux gagner plus, il faudra devenir plus ». Au début, j'ai trouvé la phrase un peu mystérieuse. Puis j'ai réalisé qu'elle parlait des compétences, la valeur que l'on apporte aux autres. Certaines compétences ont un impact énorme. La communication, par exemple. Savoir expliquer une idée clairement, cela ouvre des portes que beaucoup de gens ne voient même pas. Je l'ai compris en observant certaines personnes dans des réunions. Elles parlaient calmement, posaient les bons mots. Et soudain, toute la direction d'une discussion changeait. Le leadership aussi m'a fasciné. La capacité à rassembler des gens autour d'un objectif, à donner de l'élan. Une personne seule peut accomplir beaucoup, mais une personne capable d'organiser l'énergie d'un groupe peut accomplir infiniment plus. Et puis il y a la négociation, un domaine que beaucoup évitent par inconfort. Mais comprendre comment défendre une valeur, comment trouver un accord, transforme énormément de situations. La bonne nouvelle, c'est que ces compétences ne sont pas réservées à quelques personnes nées avec un talent spécial. Elles se construisent, lentement, avec de l'observation, de la pratique et parfois quelques erreurs embarrassantes. Je me souviens d'une période où je passais du temps simplement à observer des personnes que je trouvais efficaces. Comment elles parlaient, comment elles posaient des questions, comment elles structuraient leurs idées. Ce genre d'apprentissage discret finit par produire des effets étonnants. Avec les années, quelque chose d'intéressant s'est produit. À mesure que mes compétences s'amélioraient, certaines portes commençaient à s'ouvrir. Des responsabilités nouvelles, des opportunités inattendues, une confiance différente de la part des autres. C'est à ce moment-là que j'ai compris un principe simple. Quand on devient plus utile, le monde commence à réagir différemment. Et il y a une dernière influence dont on parle rarement, mais qui façonne énormément de trajectoires. Les gens autour de nous, leur manière de penser, leur manière de parler du futur, leur manière de voir les possibilités. Sans même s'en rendre compte, on finit souvent par adopter le ton des conversations qui nous entourent. Et parfois, changer légèrement cet environnement peut changer beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine. Avec le temps, j'ai remarqué quelque chose d'assez simple, mais qu'on sous-estime presque toujours. Les conversations qui nous entourent finissent par s'installer dans notre tête. Pas d'un coup, pas violemment, doucement. Les phrases qu'on entend souvent, les réactions des gens face aux difficultés, leur manière de parler de l'argent, du travail, du futur, tout ça finit par créer une sorte de climat mental. Et on respire ce climat sans s'en rendre compte. Pendant longtemps, les discussions autour de moi tournaient presque toujours autour des mêmes sujets. Les problèmes, les choses qui ne marchent pas, la difficulté de réussir, le manque d'opportunités. Je ne dis pas ça avec mépris. C'était simplement l'ambiance normale, les conversations de tous les jours. Je me souviens d'un soir très précis. On était assis dehors, plusieurs amis autour d'une table en plastique un peu bancale. Il faisait chaud, les verres de thé circulaient lentement. Et la discussion a glissé, comme souvent, vers l'économie, les difficultés, le fait que tout est bloqué. Quelqu'un a dit une phrase qui m'est restée. Les vrais réussissent parce qu'ils ont de la chance ou des relations. Tout le monde a hoché la tête. La conversation s'est terminée là, je n'ai rien dit sur le moment, mais en rentrant chez moi ce soir-là, quelque chose m'a dérangé. Pas la phrase elle-même, le fait que je l'avais acceptée pendant des années sans la questionner. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose. Les idées que l'on entend régulièrement finissent par devenir normales, même si elles sont limitantes.
Un peu plus tard, ma trajectoire m'a amené dans d'autres environnements. Pas forcément des endroits luxueux ou impressionnants, mais des lieux où les conversations étaient différentes. Je me souviens de la première fois où j'ai assisté à une petite réunion d'entrepreneurs. Une salle simple, des chaises alignées, une odeur de café et de papier. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était pas la salle, c'était les discussions. Les gens parlaient de projets, de stratégies, d'idées qu'ils voulaient tester. Quand quelque chose semblait difficile, personne ne disait « c'est impossible ». La question était presque toujours « comment on pourrait faire ?» Ce petit changement de langage m'a surpris. Au début, pour être honnête, j'étais mal à l'aise. Leurs ambitions me semblaient presque exagérées, comme si quelqu'un avait soudain augmenté le volume de toutes les possibilités. Et je me suis rendu compte que cet inconfort était en réalité un signe que mon propre cadre mental était en train de s'étirer. Quand on passe du temps avec des gens qui attendent davantage de la vie, on finit presque toujours par ajuster ses propres attentes, pas par obligation, par contagion. C'est pour ça que l'environnement compte autant. Pas seulement les lieux, les esprits, les discussions, les standards implicites. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les gens qui ont une vision différente. La vie n'est pas un tri brutal, mais il devient nécessaire de choisir consciemment les espaces où l'on nourrit son esprit, les groupes où les idées circulent. Les conversations qui ouvrent des perspectives. Parfois, une seule discussion peut déplacer une direction entière. Je me rappelle une conversation courte, presque anodine, après une conférence. On discutait debout dans un couloir, près d'une fenêtre ouverte. La personne en face de moi parlait d'un projet qui me semblait gigantesque. Je lui ai dit, presque spontanément, « Mais si ça ne marche pas ?» Il a souri. Puis il a répondu calmement, « Alors, j'aurais appris quelque chose que je n'aurais jamais appris en restant immobile. » Cette phrase m'a marqué, parce qu'elle révélait une autre façon de regarder les obstacles. La vie apporte toujours des complications. Les plans dérapent, les projets prennent du retard, les partenariats ne tiennent pas, et parfois, on se retrouve face à des situations qu'on n'avait absolument pas prévues. Pendant longtemps, dans ces moments-là, mon premier réflexe était simple. Regarder le problème, le disséquer, en parler, tourner autour. Mais j'ai commencé à remarquer que certaines personnes fonctionnaient différemment. Elles ne niaient pas les difficultés, elles les regardaient, puis elles posaient une autre question, une question plus intéressante. Où se cache l'opportunité là-dedans? Au début, cette question peut sembler naïve, parfois même agaçante, mais quand on prend le temps de l'explorer, quelque chose change. Je repense à une période où un projet auquel je croyais beaucoup a complètement échoué. Des mois de travail et presque rien au bout. Je me souviens du moment où j'ai compris que ça ne fonctionnerait pas. J'étais assis dans ma voiture, moteur coupé, sur un parking presque vide. Il faisait gris. Et je ressentais ce mélange étrange de fatigue et de déception. Mais avec un peu de distance, je me suis rendu compte que cet échec m'avait forcé à apprendre des choses que je n'aurais jamais explorées autrement. Nouvelles compétences, nouvelles méthodes, nouvelles personnes rencontrées. Les difficultés ont une qualité étrange. Elles obligent à penser autrement. Beaucoup d'innovations naissent dans ces moments-là, pas parce que les gens sont inspirés, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Observer les parcours de personnes qui ont traversé des périodes difficiles aide beaucoup aussi. Quand on lit leurs histoires, on voit souvent le même schéma. Presque toutes ont connu des moments où elles auraient pu abandonner, des moments où les choses semblaient vraiment bloquées. Mais ces périodes ont souvent construit leur force, leur patience, leur lucidité. Petit à petit, j'ai compris qu'aucune expérience n'est vraiment perdue si on prend le temps d'en extraire quelque chose. Une leçon, une compétence, une idée nouvelle. Et puis il y a une autre réalité que j'ai mis longtemps à accepter. Les transformations profondes prennent du temps. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent des résultats rapides, des progrès visibles immédiatement. Mais les trajectoires solides ressemblent davantage à la croissance d'un arbre. Au début, presque rien n'est visible. Les racines travaillent sous terre, silencieusement, pendant des années parfois. Je me souviens d'une période où je voulais que tout aille vite. J'avais des objectifs, de l'énergie, une impatience presque naïve. Je pensais que si je travaillais suffisamment,
tout allait s'aligner rapidement. Mais la réalité m'a appris autre chose. Les grandes constructions demandent de la durée, de la constance, et parfois une dose de patience que l'on n'avait pas imaginée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire mes objectifs à long terme, pas seulement pour l'année, mais pour 5 ans, parfois 10. Au début, cet exercice semblait presque irréel. 10 ans, c'est abstrait. Mais quelque chose d'intéressant se produit quand on écrit ces horizons. Les décisions quotidiennes changent légèrement. Les journées commencent à s'aligner sur quelque chose de plus grand. Et j'ai découvert une chose utile. Les grands objectifs deviennent beaucoup moins intimidants quand on les découpe, pas en rêves gigantesques, en actions hebdomadaires, en petites étapes. Quand j'ai commencé à faire ça, un phénomène curieux est apparu. Les progrès semblaient minuscules sur une journée, mais sur plusieurs mois, ils devenaient visibles, comme si la direction prenait enfin forme. À un moment donné, j'ai compris quelque chose qui m'a beaucoup soulagé. Je n'étais pas obligé de porter tout mon futur sur mes épaules en une seule fois. Pendant longtemps, mes ambitions me semblaient énormes, trop grandes, presque absurdes. Dès que j'y pensais trop longtemps, je ressentais une sorte de vertige. Alors j'ai commencé à faire autrement. Au lieu de regarder la montagne entière, je regardais simplement le prochain pas, juste celui-là. Curieusement, ça change beaucoup de choses. Quand on se concentre sur l'étape juste devant soi, la pression diminue. L'esprit se calme un peu. Et les petites avancées commencent à apparaître. Je me rappelle très bien la première fois où j'ai vraiment ressenti ça. J'étais assis à mon bureau un dimanche soir. La pièce était presque sombre, éclairée seulement par une lampe posée sur le côté. J'avais un carnet ouvert devant moi. Dedans, j'avais écrit plusieurs objectifs qui, honnêtement, me semblaient presque irréalistes. En les regardant, je me suis senti un peu découragé. Puis j'ai pris un stylo et j'ai simplement écrit une chose sous la liste. Prochaine action. Juste une. Pas le plan complet. Pas toute la stratégie. Une seule étape concrète. Ce soir-là, quelque chose s'est débloqué. L'objectif n'était plus une masse écrasante. Il devenait une direction. Et quand la direction est claire, l'esprit retrouve de l'énergie. Avec le temps, j'ai pris l'habitude de regarder régulièrement où j'en étais. Pas pour me féliciter, pas pour me critiquer non plus, juste pour comprendre. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que je dois ajuster ma manière de faire? On découvre assez vite que le chemin vers un objectif change souvent. Les stratégies bougent, les circonstances aussi, mais la destination peut rester la même. Ce qui fait souvent la différence, c'est la persévérance. Une force discrète, presque invisible. Beaucoup de gens commencent avec enthousiasme. On a tous connu cette phase. Les premières semaines d'un projet, l'énergie, les idées, l'impression que tout est possible. Puis les jours deviennent plus ordinaires. Les tâches répétitives arrivent. L'excitation diminue. Et c'est souvent là que beaucoup s'arrêtent. Les résultats extraordinaires, eux, naissent dans ces périodes calmes. Les périodes où rien de spectaculaire ne se passe. Où l'on continue simplement à avancer. Un peu. Encore un peu. Je pense souvent à cette idée. Une vie ne change presque jamais à cause d'un moment unique. Elle change à cause de milliers de petits efforts qui s'additionnent. Et quand on accepte ce rythme lent, quelque chose devient possible. Les visions commencent doucement à se transformer en réalité. Mais il y a une autre qualité qui devient indispensable sur ce chemin. Le courage. Pas le courage spectaculaire qu'on voit dans les films, pas les grands gestes héroïques. Je parle d'un courage plus discret, celui de penser différemment. Celui d'avancer dans une direction qui ne ressemble pas exactement à celle de tout le monde autour de soi. La plupart des gens suivent des chemins familiers, ils font ce que les autres font. Même horaire, même attente, même définition de la réussite. Et il n'y a rien de honteux là-dedans. Mais quand on suit la foule assez longtemps, on finit presque toujours au même endroit que la foule. Un endroit confortable, prévisible, rarement extraordinaire. Je me souviens très bien d'une discussion familiale il y a plusieurs années. On parlait de travail, d'argent, d'avenir. À un moment, j'ai évoqué une idée qui me trottait dans la tête. Un projet. Rien de gigantesque, mais quelque chose de différent. Le silence est tombé pendant quelques secondes. Puis quelqu'un a dit doucement « Tu devrais peut-être rester prudent ».
C'était pas une critique, plutôt une inquiétude. Je comprenais. Mais cette phrase m'a fait réfléchir. Parce que la prudence, quand elle devient permanente, peut aussi devenir une cage. À partir du moment où j'ai commencé à imaginer une vie un peu différente, j'ai remarqué que certaines croyances autour de moi revenaient souvent. Réussir, c'est une question de chance. Il faut connaître les bonnes personnes. Ce genre de choses n'arrive pas aux gens ordinaires. Pendant longtemps, j'avais accepté ces idées sans les examiner. Puis un jour, je me suis posé une question simple. Est-ce que ces croyances sont réellement vraies, ou est-ce qu'elles sont simplement répétées depuis tellement longtemps qu'elles paraissent vraies? Cette question change beaucoup de choses, parce qu'elle ouvre un espace pour penser par soi-même. Et penser par soi-même demande du courage. Quand on sort légèrement du cadre habituel, il y aura toujours des doutes autour de nous, des regards sceptiques, parfois même des conseils bien intentionnés qui cherchent simplement à nous protéger. Mais si on laisse les peurs des autres définir nos limites, notre vision finit par se réduire à la taille de leurs inquiétudes. Les personnes qui construisent des choses différentes prennent souvent leurs décisions autrement. Pas en ignorant les risques, mais en regardant leur vision plus longtemps que les opinions autour d'elles. Le courage, au fond, se construit comme tout le reste, petit à petit, par des gestes simples. Dire une idée que l'on garde habituellement pour soi, lancer un projet que d'autres poussent depuis des années, essayer quelque chose qui n'a pas encore été validé par tout le monde. Ces gestes semblent minuscules sur le moment, mais ils changent la relation que l'on a avec soi-même. Chaque fois qu'on sort légèrement de sa zone confortable, la confiance s'élargit un peu. Et avec le temps, on réalise une chose assez frappante. Les chemins qui mènent aux résultats vraiment exceptionnels sont souvent étonnamment peu fréquentés, pas parce qu'ils sont interdits, simplement parce que peu de gens choisissent de les emprunter. La majorité préfère la sécurité du connu, et c'est compréhensible. Mais ceux qui avancent ailleurs découvrent autre chose, un espace plus large, un espace où les idées peuvent respirer. Si je devais résumer tout ce parcours en une pensée simple, ce serait peut-être celle-ci. Le futur ne se construit presque jamais par hasard. Il se construit par les visions que l'on ose garder vivantes et par les actions quotidiennes, parfois très modestes, que l'on répète malgré les doutes. Voir plus loin que sa situation actuelle. Continuer à apprendre, construire des habitudes solides, s'entourer d'esprits qui élargissent les perspectives, transformer les idées en gestes réels, créer de la valeur pour les autres. Tout cela ne produit pas des miracles instantanés, mais avec le temps, ces choses finissent par s'assembler. Et un jour, presque sans s'en rendre compte, on regarde derrière soi et on réalise que la vie a changé de direction.